Ces 10 dernières années, il s'est passé quelque chose d'assez monumental en Égypte. Une transformation profonde, pas toujours visible, mais qui est en train de redessiner complètement l'avenir du pays. Alors on va regarder ça de plus près pour comprendre comment une vision stratégique est en train de devenir une réalité bien concrète. Et pour comprendre ça, le meilleur point de départ, c'est sans doute l'inauguration récente du grand musée égyptien. Mais attention, ce n'est pas juste un musée, aussi spectaculaire soit-il. C'est vraiment, comme le dit la source, le symbole de cette nouvelle ambition égyptienne. C'est en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg. Pour en arriver là, il a fallu repenser et moderniser tout le pays, l'économie, les infrastructures. C'est bien plus qu'un projet culturel. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. On va partir de ce symbole, le musée, pour ensuite plonger dans le dur, le moteur économique qui a été mis en place, puis on verra l'impact concret sur les gens, sur la population, et on terminera avec les chiffres, les résultats, et un petit coup d'œil sur ce qui arrive ensuite. Allez, c'est parti. On commence avec ce nouveau récit égyptien qui est parfaitement incarné par ce projet pharaonique, c'est le cas de le dire. Un projet qui, on va le voir, est bien plus qu'une simple attraction pour les touristes. Ce musée est tout simplement le plus grand au monde dédié à une seule civilisation. C'est colossal. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce joyau architectural, c'est la cerise sur le gâteau. Il vient couronner une décennie entière de travail de fond, de projets stratégiques qui ont complètement restructuré le pays. On parle de tout, des roues, des usines, de l'énergie. C'est une transformation systémique. Ok, alors maintenant entrons dans le vif du sujet, dans la salle des machines. Comment, concrètement, l'Égypte a-t-elle bâti les fondations de cette nouvelle économie? Eh bien, la réponse, elle tient en 3 mots. Industrie, énergie et infrastructure, mais à une échelle absolument massive. L'idée, ça n'a pas été de mettre tous ses œufs dans le même panier. Au contraire, c'était une stratégie de diversification très poussée. D'un côté, on a la localisation industrielle, c'est simple, on fabrique sur place ce qu'on importait avant. Ensuite, il y a la création de zones économiques spéciales, comme la fameuse SC Zone près du canal de Suez, pour attirer les capitaux étrangers. Et en parallèle, une grosse poussée sur l'économie du savoir, la tech, mais aussi l'automobile, l'électroménager, les matériaux de pointe. Bref, on a touché à tout pour créer un écosystème complet, de la production à la logistique. Et pour que ce soit plus parlant, regardons un secteur en particulier, la tech et la délocalisation informatique. Les exportations de ce secteur ont littéralement doublé en seulement quelques années pour atteindre 4,8 milliards de dollars. Et ça, ce n'est pas de la magie. C'est le fruit d'investissements massifs dans les infrastructures numériques et surtout dans le capital humain, avec un objectif de former des centaines de milliers de personnes qualifiées. Un autre exemple qui illustre parfaitement le succès de cette stratégie de localisation, c'est celui des téléphones portables. En à peine 4 ans, les importations se sont effondrées. On est passé de 1,8 milliard de dollars à 54 millions. C'est une chute de 97%. Pourquoi? Parce que les grands noms comme Samsung ou Nokia produisent maintenant directement sur place. Résultat, ça crée des emplois, ça développe une industrie locale et ça rend les produits plus accessibles. Et puis, il y a les infrastructures de transport. Là aussi, la transformation est spectaculaire. En moins de 10 ans, l'Égypte a fait un bond de 100 places dans le classement mondial de la qualité des routes. 100 places, c'est énorme. Comment? En construisant plus de 6000 km de routes neuves, mais aussi, et c'est crucial, près d'1 millier de ponts et de tunnels. L'impact est direct, ça fluidifie tout le pays, ça réduit les temps de trajet et ça fait baisser les coûts pour toute l'économie. On ne peut pas parler de l'économie égyptienne sans parler du canal de Suez, évidemment. Et là aussi, les chiffres sont éloquents. 9,4 milliards de dollars de revenus en 2023. C'est un record absolu. On a quasiment doublé les revenus par rapport à la période avant 2015. Tout ça, c'est grâce au projet d'expansion qui permet maintenant un trafic dans les deux sens. Ça a rendu le canal beaucoup plus efficace et ça a renforcé sa position de carrefour incontournable du commerce mondial. Bon, on a vu les routes, les usines, les milliards. Le comment, en quelque sorte. Mais maintenant, il faut qu'on s'intéresse au pourquoi. Parce qu'au final, derrière tous ces grands projets, l'objectif, c'est d'améliorer concrètement la vie des gens et d'assurer la souveraineté du pays. C'est l'impact humain qui compte. Et c'est la question clé. C'est bien beau les méga-projets, mais qu'est-ce que ça change pour les 60 millions d'Égyptiens qui vivent dans les campagnes? Ces zones qui ont souvent été les grands oubliés du développement. Eh bien, la réponse, elle a un nom. Hayat Karima, ce qui veut dire « vie digne ». Et ce n'est pas un petit programme, c'est tout simplement le plus grand projet de développement rural au monde. Rien que dans sa première phase, il a touché la vie de 18 millions de personnes. Et on ne parle pas de petites améliorations, on parle d'une véritable révolution du quotidien. La couverture en assainissement est passée de 12 à 60%. On a construit 15 000 nouvelles salles de classe, raccordé des centaines de villages au gaz. C'est du concret. Et puis, il y a cette victoire,
qui est absolument historique dans le domaine de la santé publique. Il faut s'imaginer qu'il y a 10 ans, l'Égypte avait le taux d'infection à l'hépatite C le plus élevé de la planète. Aujourd'hui, ce taux est si bas que l'OMS a reconnu le pays comme l'un des premiers à avoir atteint le statut or pour l'élimination de la maladie. Comment ont-ils fait? Avec une campagne titanesque, 100 millions de vies saines, qui a permis de dépister 60 millions de personnes et d'en soigner plus de 4 millions. C'est un cas d'école mondiale. Parler de souveraineté, c'est aussi, et surtout, parler de sécurité alimentaire et hydrique. C'est un enjeu vital. Et dans ce domaine, le projet phare, c'est l'usine de traitement des eaux d'Al-Hammam. C'est la plus grande au monde. Chaque jour, elle recycle 7,5 millions de mètres cubes d'eau qui servent ensuite à irriguer 1,5 km² de désert. Ça permet de transformer le désert en terre agricole et de garantir l'avenir alimentaire du pays, ce qui est absolument crucial avec le changement climatique. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça marche? Est-ce que les grands équilibres macroéconomiques suivent? C'est le moment de regarder les chiffres bruts, la preuve que cette stratégie porte ses fruits. Et là, franchement, les chiffres sont assez clairs. Les investissements directs étrangers, multipliés par quasiment 7. Les réserves de devises étrangères, elles ont triplé, dépassant les 50 milliards de dollars. Même la dette par rapport au PIB est en baisse. Et cerise sur le gâteau, l'agence de notation S&P a relevé la note de crédit du pays. C'est tout simplement la validation par les marchés financiers que le pays est sur la bonne voie. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. L'élan est maintenu avec des projets pour le futur qui sont tout aussi, sinon plus, ambitieux. On parle d'un réseau de trains à grande vitesse de 2000 km, de la toute première centrale nucléaire du pays, d'un pivot stratégique majeur vers l'hydrogène vert et même de la construction d'une toute nouvelle métropole en bord de Méditerranée, Ras El Khmah. La machine est lancée pour la décennie à venir. Donc, pour résumer, ce qu'on voit, c'est qu'en une décennie, des fondations extrêmement solides ont été posées. Le chantier a été immense. Le vrai défi maintenant, ce n'est plus de construire, mais de consolider, de maintenir cet élan et surtout de s'assurer que cette nouvelle prospérité soit partagée par tous. Une nouvelle page s'ouvre et le plus dur commence peut-être.